Bonsoir. Israël annonce une action militaire massive. C'est une importante opération terrestre qui aura lieu, dit Tsahal. Une attaque conjointe et coordonnée, ce sont ces mots, par la voie aérienne, maritime et terrestre. L'État d'Israël va déployer tous ses moyens pour frapper le Hamas à Gaza, 7 jours après les tueries commises par les islamistes à très grande échelle en Israël. Nous recevons Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Vous rentrez tout juste d'Israël. Vous avez été très près de l'armée israélienne, vous l'avez observé, vous l'observez de longue date. Quelle est la logique, selon vous, de ce qu'elle va faire maintenant ? Il y a deux logiques. La première, c'est d'éliminer le Hamas, contrairement à ce qui a été fait en 2014, en 2009, pas l'affaiblir, pas faire un compromis, pas faire la paix, l'éliminer. Et la deuxième logique, c'est épargner au maximum les populations civiles palestiniennes. Tous les officiers de Tsahal que j'ai rencontrés, tous les réservistes que j'ai interviewés, avec lesquels j'ai parlé, m'ont tous dit ça. Ils sont hantés par deux idées, trois. Un, décapiter le Hamas. Deux, sauver les otages. Et trois, épargner les populations civiles de Gaza. Est-ce que cela est possible ? Hier, sur notre antenne, Ehud Barak, que vous connaissez bien, qui vous connaît bien, qui disait avec une très grande franchise, c'est un militaire de si grande expérience, qui avouait il y aura certainement des morts civiles innocentes palestiniennes parce que dans Gaza, le Hamas et les civils sont imbriqués. Écoutez, bien sûr qu'il y aura des morts civiles. La vraie question, c'est est-ce qu'Israël fait et fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il y en ait le moins possible ? C'est terrible de parler comme ça, mais c'est ça la vérité. La réponse est oui. La manière d'ailleurs, cet ultimatum qu'a adressé Israël aux populations de la zone nord de Gaza, en leur donnant 24 heures. Ça va dans ce sens. Ça permet... J'ai rarement vu, en général, quand une armée s'apprête à frapper, elle ne prévient pas, elle ne frappe pas à la porte. Quand les Alliés, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont frappé des villes normandes, ont frappé Hambourg, ont frappé Dresde, ils ne prévenaient pas. Là, l'armée israélienne prévient. Elle donne 24 heures. Et par parenthèse, l'ONU, qui décrète que c'est impossible et que ce serait une tragédie, enfin, de qui est-ce qu'on se moque ? La pire tragédie, c'est qu'en effet, ces femmes, ces hommes, ces enfants restent pris en otage par le Hamas au moment où l'armée israélienne frappera le Hamas. C'est ça la tragédie. On mesure ce soir le nombre de Françaises et de Français qui meurent dans cette guerre que l'islamisme fait à tant de gens. Ce sont les 17 morts. On est maintenant à 17 morts français en Israël. Évidemment, l'enseignant poignardé à mort par un islamiste hier à Arras. Et puis 15 disparus français. Est-ce que ça en fait d'autant plus notre guerre ? Oui. Il y a, parmi les 150 ou peut-être un peu plus otages qui sont retenus dans les souterrains de Gaza, il y a probablement des citoyens de 20, 25 ou 30 nationalités. Donc ces 30 pays-là sont concernés. Et je peux vous dire d'ailleurs qu'à l'heure où nous parlons, ce n'est pas juste Israël qui est à la manœuvre. Israël est en contact permanent avec les chefs d'État ou avec les renseignements des 20, 25 ou 30 pays en question. Vous avez 30 pays aujourd'hui qui se concertent pour savoir quelle est la meilleure manière de sauver ces otages et d'éliminer les preneurs d'otages. Aujourd'hui, les Américains, parmi ces pays, sont extrêmement actifs. Il y a le porte-avions qui est en train de se rapprocher, le Ford. Il y a le porte-avions Eisenhower qui va se rapprocher. Quel sera le rôle ? Quel est le sens pour vous quand l'armée américaine envoie ses porte-avions ? Ça ajoute du sens évidemment à ce qui se passe. Oui, il y a un premier sens, c'est probablement cette question des otages. Les Américains se préparent à recueillir et peut-être à contribuer, et certainement à contribuer au sauvetage de leurs otages, mais ça veut dire aussi qu'ils ont compris que ce qui se joue là a une portée mondiale. C'est comme Daesh. Daesh, ce n'était pas une affaire irakienne, ou ce n'était pas une affaire syrienne, c'était une affaire mondiale. Al-Qaïda, ce n'était pas une affaire de l'Afghanistan, c'était une affaire mondiale. Et on a vu tout ça avec les attentats du World Trade Center aux États-Unis, du Bataclan en France, et ainsi de suite. Le Hamas, c'est la même chose. Les gens nous disent, c'est pas comme Daesh, parce qu'ils sont nationalistes et localistes. Bien sûr que non.
Et d'ailleurs, l'appel qu'ils ont lancé, que le Hamas a lancé avant-hier, à une journée mondiale du djihad, et qui a eu pour résultat en France le meurtre de ce professeur apparemment magnifique, c'en est bien la preuve. L'action du Hamas, son rayon d'action, n'est pas... Il se moque d'ailleurs éperdument, en vérité. C'est même pas que ça n'est pas limité à Gaza, c'est qu'il se moque du sort de Gaza. Il se moque de la cause palestinienne. Nous reviendrons dans un instant au Hamas, au danger qu'il représente. Si on reste quelques instants à ces événements majeurs qui sont en train de se développer sous nos yeux là, l'offensive militaire israélienne qui se précise, écoutez, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, s'est rendu auprès des hommes prêts au combat. Vous êtes prêts pour la suite? La suite va venir. Êtes-vous prêts pour la suite? Félicitations. Nous sommes tous des habitants du pourtour de Gaza. Ça s'appellera la bande de la Renaissance. Ça s'appellera désormais comme ça. Alors, Inévi, on ne va pas entrer dans le détail de la politique israélienne, mais cet homme, Benjamin Netanyahou, qui a un si grand passé en Israël, dont le frère a été un héros, qui a été en quelque sorte humilié par ce qui s'est passé. Beaucoup d'Israéliens pensent qu'il a gravement failli. C'est lui qui va conduire des opérations? Pour l'instant, il est en effet le chef du gouvernement, mais c'est un gouvernement d'union nationale. J'ai dit il y a quelques jours, la veille de son entrée au gouvernement avec Benny Gantz, chef de l'opposition, il est aujourd'hui à ses côtés. Vous avez des généraux qui mènent cette contre-attaque, cette riposte, aux côtés et sous les ordres de Netanyahou. Ce sont des généraux de toute tendance. Aujourd'hui, ce qui domine en Israël, c'est un esprit d'union nationale, un sursaut patriotique et démocratique. Et les polémiques politiciennes, je sais qu'ici sur les plateaux, en effet, on cherche déjà des responsabilités, etc. C'est pas le cas en Israël. Ils n'en sont pas là. Et les témoins sur place disent bien à quel point les correspondants, il y a une sorte d'union sacrée, en dehors de la politique, n'est-ce pas? Il y a très peu d'opposants de toute façon aux opérations qui ont lieu là. C'est une vraie union sacrée pour la cause sacrée qui est d'empêcher la destruction d'Israël ou de mettre hors d'état de nuire ceux qui la veulent et qui y œuvrent, et de sauver les otages. Voilà, sauver les otages, sauver chaque vie pour tout démocrate, et en particulier en Israël, c'est une tâche sacrée. Donc il y a union sacrée pour ce devoir sacré qui est de sauver les otages. Écoutez, il y a quelques jours, c'était les soldats, il y a beaucoup de réservistes, il y a 360 000, bientôt 380 000 réservistes, ce sont des chiffres très importants qui sont en train de se jouer. Ils chantaient Hatikva, l'hymne national israélien, et on mesure dans ce genre de situation à quel point dans ce pays de 10 millions d'habitants, évidemment beaucoup de gens se connaissent, écoutez. Alors, Lévy, là, ce genre de scène, on en a des dizaines, des centaines à l'échelle d'Israël. On voit à quel point Israël est une armée et une nation en même temps, n'est-ce pas? C'est une armée citoyenne, absolument. C'est comme l'armée de la Révolution française, c'est une grande armée démocratique, une armée citoyenne, multiethnique. Je peux vous dire que parmi les soldats qui aujourd'hui sont au bord de la bande de Gaza et s'apprêtent peut-être dans les heures qui viennent à intervenir, il y a des juifs, il y a des druzes, il y a des juifs éthiopiens, il y a des juifs d'origine européenne, il y a des sabras. C'est une grande armée, en effet, multiculturelle et israélienne. En même temps, est-ce qu'il y a l'idée de la vengeance? Le mot a été prononcé par Benjamin Netanyahou au tout début des événements. Tout à l'heure, à votre place, Lionel Jospin disait attention, il ne doit pas y avoir de loi du talion. On revient toujours au premier texte. Oui, et on pourrait le comprendre. Vu d'Europe de l'Ouest, le mot, on n'ose plus dire vengeance. Mais dans beaucoup de pays d'Orient, on pratique toujours ce mot. Est-ce qu'il y a aussi l'idée de vengeance? Écoutez, j'ai passé tous ces jours derniers en Israël, puisque j'ai pris le premier avion possible après le pogrom de samedi matin. J'ai entendu Netanyahou dire ça. J'ai pas entendu beaucoup d'Israéliens parler de vengeance, et même pas d'ailleurs. Justice, sauver Israël, encore une fois sauver les otages, mais j'ai pas entendu parler de vengeance. C'est curieux. Je pense d'ailleurs que
le Premier ministre a commis une erreur, mais ce n'est pas le moment de polémiquer en prononçant ce mot. Mais ce n'est pas ça qu'on entend. Alors, ce qui est spécifiquement israélien, ce sont ces opérations. Pas spécifiquement, d'autres le font, mais ils l'ont toujours fait. Et là, on voit à quel point la détermination d'Israël, la détermination de faire est affichée. C'est l'élimination des chefs militaires du Hamas qui ont causé les tueries islamistes d'il y a 7 jours. Ça a commencé. Ali Kashi, c'est le chef du mouvement islamiste qui a mené l'attaque. Il aurait été tué dans le bombardement que l'on voit ici. On voit ici à quel point Israël va pourchasser maintenant nommément, en plus de l'action générale, nommément chacun de ses responsables. Et ça, c'est une très grande tradition de Tsahal. Oui, et c'est exactement l'inverse de ce que le Hamas a fait en Israël. Le Hamas est entré en Israël pour tuer de manière indiscriminée les hommes, les femmes, les bébés, les adolescents, les participants au grand concert et à la grande rave party à côté de Be'eri. Les Israéliens font le contraire. En effet, ils tapent à la tête et ils frappent les responsables, les coupables. C'est en effet ça qui est en jeu aujourd'hui. Est-ce que c'est une leçon pour les démocraties occidentales ? On se rappelle cet instant de gêne quand François Hollande, dans un livre très connu, a dit qu'il avait parfois donné l'ordre de tuer un certain nombre de chefs djihadistes. En Europe occidentale, on parle de tout ça toujours avec une très grande prudence. Les Israéliens, les Américains dans une certaine mesure, et d'autres pratiquent cela. Honnêtement, là, je ne crois pas qu'on puisse tirer des règles générales. On est dans une situation d'exception, s'il en est. C'est un état de guerre, et une guerre terrible, qui sera, hélas, terrible pour les deux côtés, bien entendu. Et le moins que l'on puisse faire, que puisse faire un État démocratique, c'est de cibler les responsables et pas de viser de manière indiscriminée les populations. La ligne israélienne est la ligne de toute femme et de tout homme de bon sens. C'est non à la punition collective. Gaza, c'est pas le Hamas, c'est au Hamas qu'on en a. C'est lui que l'on veut désarmer. C'est lui que l'on veut rendre incapable dans l'avenir de perpétrer des attaques du genre de celles qui ont eu lieu samedi dernier. La série des éliminations physiques, on l'a dit, c'est Ali Kashi. Et intéressant de dire qu'il était de ceux qui ont été échangés contre Gilad Shalit. C'est l'époque où on a beaucoup pratiqué. Alors, c'est évidemment un échange qui est très cher payé en vies humaines. Est-ce que ça peut inciter à revoir cette politique ? Je ne crois pas que les Israéliens reverront. Vous savez, c'est pour un Israélien, une vie est sacrée. Une vie des leurs et une vie également civile dans le camp d'en face. La vie est sacrée. C'est un commandement absolu, un impératif catégorique. Et même d'ailleurs, quand une vie est foudroyée, vous savez, il y a quelques jours, je suis entré dans le kibboutz de Kfar Aza, qui a été le théâtre de ce martyre innommable. Et je suis entré avec une ONG qui s'appelle Zaka, et dont la tâche terrible est d'aller sur le terrain des catastrophes, mais là, des massacres, ramasser les débris humains pour donner aux humains victimes de l'attaque et de l'attentat une sépulture digne de ce nom, pour les remembrer. Ça, c'est Israël. Zaka, cette ONG, il y a aussi des unités de l'armée qui font le même travail, considère que c'est un devoir sacré de prendre soin, bien sûr, des vivants, mais aussi des morts, singulièrement, un à un. Aujourd'hui donc, cette chaîne de responsables militaires du Hamas qui sont tués, Ali Kashi, Abou Mourad, il y en a un qui n'est pas encore tué, on ne sait pas très bien où il se trouve, Mohamed Deif, il est parmi les plus dangereux des terroristes islamistes qui soient au monde, il a 58 ans, il est amputé des jambes et borgne, il a commis un certain nombre d'attentats, certains qui visiblement l'ont en partie handicapé lui-même. Tous ces gens sont d'une extrême dangerosité. Est-ce que ça va plus haut quand on voit Haniyeh ? Lui, c'est le chef politique. Il y a cette image terrible où ils se prosternaient devant la télévision pour remercier Allah dans leur logique au moment où ils ont fait tuer tant d'innocents. Est-ce qu'on a sous-estimé même tous ces mouvements ? Il n'y a pas que le Hamas, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de mouvements islamistes dans le monde dont on a dit qu'ils sont fréquentables ou en tout cas utilisables. À Gaza, il y en a 3. Il y a le Hamas, il y a le djihad islamique et il y a le FPLP. Et moi, l'image encore plus terrible que j'ai en tête à propos de M. Ismaël Haniyeh, c'est l'image de lui, que j'imagine en tout cas,
vivant dans l'opulence et le luxe au Qatar. Il envoie en première ligne, il envoie se commettre des actes immondes, dignes des nazis, des escadrons de la mort, mais lui, il est confortablement installé dans sa villa du Qatar, devant sa télévision ou autre chose. C'est ça qui est aussi terriblement choquant. Et lui aussi, M. Agnier, qui prétend... Alors on nous raconte qu'il y a la branche politique et la branche militaire, et, que les deux ne sont pas informés nécessairement de ce que l'autre décide. Je crois que tout ça est une farce, que le chef politique du Hamas, M. Agnier, était parfaitement informé de ce qui se passait, a pris les décisions, et il devra lui aussi rendre compte de ses décisions et des actes des escadrons de la mort qu'il a envoyés à l'action. Écoutons qui est cet homme, le langage de haine qu'il tient et le but du Hamas, qui est la destruction d'Israël. Il faut toujours rappeler, il y a eu dans l'histoire beaucoup de combattants palestiniens très honorables qui, évidemment, la violence a été dans tous les camps, mais on ne parle pas de ça ici. On parle d'un mouvement de haine et de destruction totale. Écoutez-le. J'appelle tous les enfants de la communauté musulmane, quelle que soit leur situation géographique et l'endroit où ils sont, à s'engager, chacun à sa manière dans cette bataille. Notre objectif est clair. Nous voulons libérer notre terre, nos lieux saints, notre mosquée Al-Aqsa et nos prisonniers. Un seul mot d'ordre. Sortez de notre pays. Barrez-vous, quittez Jérusalem. Nous ne voulons plus vous voir sur cette terre. Bernard Lévy, le but ? Le but, c'est détruire Israël et c'est aussi tuer le maximum de juifs possible dans cette région ou ailleurs. Et ce qui est certain, je vous le disais tout à l'heure en commençant, c'est que s'il y a bien un but qui est étranger à cet homme, c'est la cause palestinienne. La cause palestinienne, un État palestinien, la justice pour les Palestiniens, les dirigeants du Hamas, à commencer par Ismaël Haniyeh, s'en moquent éperdument. C'est pas leur affaire. Et cependant, que faire avec cette réalité ? Beaucoup de journalistes d'envoyés spéciaux le sentent, le répercutent, que pour beaucoup de jeunes Palestiniens, ça c'est la vocation qui les tente. Ça n'est plus la vieille méthode de faire de la politique ou du combat comme c'était le cas à l'époque d'Arafat. Non, non. Les vocations, il y a beaucoup de vocations qui sont créées par ces gens-là. Preuve en est. J'en suis pas si sûr. Vous savez, il y a 1 an ou 1 an et demi, 1 an peut-être, il y a eu à Gaza des manifestations, des révoltes de la faim, des révoltes contre la vie chère, des révoltes contre la répression qui ont eu lieu dans les rues de Gaza. Durement réprimées par le Hamas. Atrocement réprimées. Et dont on n'a pas beaucoup parlé dans la presse européenne et française. Mais ça existe. Alors après, c'est vrai qu'on ne peut pas demander à une population qui est tenue sous la botte, qu'on punit en brûlant vif ses protestataires et ses dissidents, on ne peut pas lui demander d'être courageuse à notre place. Mais je ne suis pas aussi sûr que vous que le Hamas soit si populaire que cela encore aujourd'hui. Mais est-ce que vous comprenez, le mot est mal choisi, c'est très difficile de trouver le bon verbe, mais comment se mettre à la place d'un jeune Palestinien ou d'un moins jeune ? 48, la fondation de l'État d'Israël. Il y a encore des gens qui sont vivants, qui sont des réfugiés palestiniens qui se trouvent au Liban ou ailleurs, à Gaza, etc., qui a vu que ça ne marchait pas, ni dans les années 50, 60, 70, etc., que la paix, la guerre, rien n'a marché. Est-ce que vous concevez que pour un certain nombre de ces jeunes ou moins jeunes, le Hamas soit une figure ? Attendez, moi si j'étais un jeune Palestinien, je peux vous dire, j'aurais la rage contre l'Égypte, qui aujourd'hui a bétonné sa frontière pour les enfermer dans la souricière où le Hamas les tient en otage. J'aurais la rage contre la plupart des pays arabes qui, depuis 1948, leur ont donné statutairement un statut de citoyen de seconde zone. J'aurais la rage contre tous ces soi-disant amis de la cause palestinienne qui les ont, dans le pire des cas, envoyés au casse-pipe et qui, dans le meilleur des cas, les ont allègrement sacrifiés. C'est ça, moi, que je sentirais, que j'ai été trahi, si j'étais palestinien, avec un cynisme sans mesure par les soi-disant frères des pays voisins. Oui, en termes de raison, bien sûr, mais en termes de passion, hélas, la haine, la dimension de haine, regardez ces images, elles sont affreusement tristes. C'est l'image des islamistes qui attaquent, vous savez, un des lieux du festival de la semaine passée. On les a reçus. On voit à quel point ils visent
il se trouve qu'il y a des toilettes à cet endroit-là. Et ils visent chaque toilette parce qu'ils veulent être sûrs que personne ne s'en tire vivant, que personne n'ait pu se cacher dans chacune de ces cabines. Et on sent là, n'est-ce pas, la dimension de haine personnelle, où ils veulent tuer un à un. C'est la haine. Bien sûr. Ça, c'est une réalité. C'est Daesh, c'est Al-Qaïda, c'est les talibans, c'est la même internationale d'assassins et de gangsters. Mais ce ne sont pas seulement des chefs, ce ne sont pas seulement ceux qu'on a vus tout à l'heure. Ce sont beaucoup, visiblement, de jeunes Gazaouis qui se sentent plus entraînés par ça que par les vieux systèmes. Le nazisme, c'était Hitler et Goebbels, et c'était des jeunes SA ou des jeunes SS ou des Einsatzgruppen qui faisaient les basses besognes et qui opéraient la Shoah par balle. Ça, bien sûr que le nazisme, l'horreur barbare et génocidaire, ça fonctionne avec des chefs et ça fonctionne avec des petits barbares de ce genre-là. La vraie question, c'est est-ce que le peuple palestinien ressemble tout entier à ce qu'on vient de voir ? Je ne le crois pas. Est-ce que l'islamisme radical, vous avez parfois employé ce mot valise de fascislamisme, est-ce que c'est un danger qu'on est en train vraiment de découvrir encore davantage de la taille de ce qu'a été le nazisme dont vous parlez, ou le communisme stalinien, c'est-à-dire que on va voir toujours plus de morts, toujours plus de pays qui basculent. Ces derniers temps encore, le Mali, ce qui s'est passé en Afghanistan. Oui, le Mali, l'Afghanistan, le Pakistan, qui est dont on parle peu et qui est une des terres d'accueil et qui est une des points de départ de cet islamisme radical. Évidemment que c'est le fascisme d'aujourd'hui, le totalitarisme. Au sens de Hannah Arendt, il a eu 3 versions. Il a eu sa version communiste et stalinienne, il a eu sa version nazie, et il a aujourd'hui sa version islamiste, avec plein de différences et avec plein de points de ressemblance aussi. Donc évidemment que c'est un danger mondial. Et on le sait depuis, ceux qui n'avaient pas d'yeux pour voir ni d'oreilles pour entendre, l'ont compris il y a 20 ans, au moment du 11 septembre. Là, les conséquences de tout ce qu'on vient de dire quand on voit ces images, ici on est à Gaza, ces gens-là, vous avez raison, vous le rappelez vous-même, ce ne sont pas, sans doute la grande majorité d'entre eux, ce ne sont pas des islamistes, ce ne sont pas des militants, ce ne sont pas des tueurs, ce sont beaucoup de braves gens qui sont perdus dans cette... L'expression prison à ciel ouvert qui a été beaucoup utilisée, vous la reprenez ? Prison à ciel ouvert dont les geôliers sont le Hamas. Prison à ciel ouvert dont la clé à double tour est tenue par l'Égypte. Parce que je vous rappelle quand même que Israël, dont le Hamas a déclaré la mort, et la porte qui était la plus ouverte jusqu'à samedi dernier, il y avait des centaines de camions qui passaient tous les jours. Il y avait 20 000 travailleurs palestiniens qui venaient tous les jours travailler en Israël. Aujourd'hui encore, j'étais il y a quelques jours à l'hôpital de Beersheba, en Israël, qui est submergé par les victimes de cette tuerie, dont les urgences sont saturées. Il y a parmi les patients dont s'occupent les médecins israéliens avec un dévouement sans borne, il y a aussi des terroristes. Il y a aussi des gens du Hamas qui ont été ramassés sur le champ du pont. Bien sûr, mais alors, il n'y a pas que Gaza. On a vu que maintenant, en Cisjordanie, et en Cisjordanie, les conditions sont quand même bien meilleures qu'à Gaza. En Cisjordanie, le Hamas ne règne pas. En tout cas, pas pour l'instant. Certains disent que ça pourrait arriver. On voit bien que c'est une grande partie des Palestiniens qui ont l'impression que ce n'est pas seulement la faute des Arabes, et Dieu sait si elle est lourde, c'est aussi la faute d'Israël. Il y a aujourd'hui, on parle beaucoup de guerre de civilisation, il y a une guerre de civilisation à l'intérieur du peuple palestinien, entre les aveugles, qui en effet ne voient que la main d'Israël derrière les malheurs qui les accablent, et puis vous avez les démocrates palestiniens qui savent très bien, eux, qu'ils ont intérêt à la paix, qu'ils ont intérêt à l'entente avec Israël et qu'ils ont intérêt à se débarrasser une fois pour toutes de cette hypocrisie des peuples frères. Est-ce que nous sommes dans une guerre de civilisation ? Au sens où s'opposerait la civilisation des tyrannies, notamment celle-là, islamiste, et puis la civilisation des démocrates, bien sûr, c'est pas l'Occident contre l'islam, c'est la démocratie
contre les régimes despotiques, contre les gens qui pratiquent la politique du crime et la loi des massacres. Le Hamas, c'est la loi des massacres. Est-ce que nous sommes tétanisés? J'étais frappé en voyant les unes de ce matin, après l'assassinat de l'enseignant à Arras par un assassin islamiste, de voir que le mot musulman, le mot islamiste, on sent bien, et avec raison, c'est pas dans le mauvais sentiment que ça part, mais on a peine à le titrer, à l'utiliser. Alors on utilise cet euphémisme de radicaliser. Radicaliser, bon, là, on sent bien que nos sociétés ont tellement peur devant l'immensité de ce phénomène de haine qu'ils ne savent pas très bien comment l'empoigner. Attendez, nos sociétés avaient peur dans les années 30 de prononcer le mot nazi. Hein. On disait qu'ils étaient anti-anglo-saxons, etc. Elles ont eu peur de prononcer le mot de communisme. On disait pudiquement stalinisme. On ne voulait surtout pas faire remonter, dans ma jeunesse, à l'époque des nouveaux philosophes, le mal stalinien à ses origines léninistes. Aujourd'hui, c'est pareil. On est tétanisé, on est saisi d'effroi devant la réalité de ce qui se passe. Est-ce que vous reconnaissez là même que, et en dehors de toute position partisane, qu'une partie de la droite nationaliste a sonné l'alarme avant? Hier, sur notre plateau, il y avait un moment très intéressant, Arnaud Klarsfeld et Marion Maréchal. Et on voyait comment, dans une partie des Français de confession juive, il y avait cette idée que, pas tous, mais une partie importante, la droite nationaliste avait été, avant les autres, le signal d'alarme de ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne crois pas du tout. La droite nationale, enfin, je ne sais pas ce que vous appelez la droite nationaliste, mais en tout cas le Front National et le Rassemblement National, à travers tel ou tel de leurs satellites, de leurs micro-partis, de leurs satellites liés au GUD, portent au contraire une vraie responsabilité dans la montée de l'antisémitisme, en tout cas en France. Je vous rappelle quand même, Soral, il a un peu disparu des réseaux sociaux, mais ça vous dit encore quelque chose. Le site de Soral, que je ne veux pas nommer aujourd'hui, a été encouragé, et peut-être un peu davantage, par des gens qui étaient très proches de Marine Le Pen. Caroline Fourest l'a très bien démontré dans un certain nombre de ses travaux. Donc, là encore, on a la mémoire courte d'Arius Rochebin. Alors on voit en effet des gens de cette droite nationale, comme vous dites, qui la main sur le cœur viennent nous dire qu'ils pleurent avec les victimes israéliennes. Je me rappelle il y a encore quelques années de ce que je vous dis. Je me souviens d'une interview de Madame Le Pen au journal Haaretz. Enfin bref, on ne va pas entrer. Aujourd'hui, franchement, l'heure est au chagrin. À la colère et à l'espoir. Et l'heure est à l'action militaire aussi. Nous recevons ici les images en direct de Gaza. Une partie de la bande de Gaza est plongée dans le noir parce que l'armée israélienne prépare son opération. Ça fait plusieurs jours que ça dure. Est-ce qu'il y a une dimension de punition collective? Israël Katz, c'est le ministre de l'Énergie, qui déclare l'aide humanitaire à Gaza. Aucun interrupteur électrique ne sera allumé, aucun robinet d'eau ne sera ouvert, aucun camion de carburant n'entrera tant que les Israéliens enlevés ne seront pas rentrés chez eux. Alors, c'est la situation dans Gaza on voit cette image en direct en grande partie dans le noir. Il n'y a pas seulement les frappes, il y a une situation humanitaire très difficile. Est-ce que c'est une forme de punition collective? J'espère que non, et je ne crois pas. En tout cas, encore une fois, l'immense majorité des Israéliens avec qui j'ai passé beaucoup de temps depuis dimanche dernier ne sont pas du tout dans cette logique-là. Ils veulent ramener les otages, ça c'est vrai. Et on est en face d'une situation de prise. C'est même pas des otages d'ailleurs. C'est du butin. C'est un butin de guerre, un butin de pogrom. Une situation tellement inédite que les Israéliens sont désorientés. Comment faire pour libérer ces otages? Je reviens à la question que je vous posais au début. On entend ici le vrombissement des drones. Et vous qui avez beaucoup été, ou plus près, et je rappelle, ça fait des années, je crois que la première fois que vous étiez en Israël, c'était 67 ? 67. Voilà, vous avez une certaine expérience de l'armée israélienne, de ses pratiques, de sa façon de fonctionner. Ce qui est en train de se passer ce soir, pour celles et ceux qui nous rejoignent, il faut le rappeler. L'armée israélienne dit que c'est une grande opération qui aura lieu avec une importante dimension terrestre et puis une action coordonnée, conjointe, aérienne, maritime et terrestre. Que prépare, je ne veux pas faire de vous un expert militaire, mais vous connaissez très bien l'armée israélienne. Qu'est-ce qu'elle est en train ici de préparer d'un point de vue plus direct? Écoutez, en effet, je ne suis pas un expert militaire, mais je n'ai pas l'impression, je ne crois pas qu'elle prépare, il ne me semble pas, une intervention au sol massive la nuit prochaine. Je crois que les Israéliens seront plus malins que cela. Il y a aujourd'hui, pendant que nous parlons, des commandos israéliens qui sont déjà à Gaza, qui sont déjà en train de chercher les souterrains où petit A
il y a les arsenaux, où petit b, il y a le commandement du Hamas, c'est-à-dire les assassins galonnés qui ont ordonné le pogrom, et où il y a petit c, les otages. Je crois que c'est ça les trois priorités. Soulignez pas ça. la punition collective. Soulignez bien ça, n'est-ce pas, les commandos spéciaux. Hier, sur notre antenne, je le rappelais, Ehud Barak, qui lui-même, déguisé d'une perruque, est allé à Beyrouth, je crois que c'était en 73, ou 72-73, est allé tuer des terroristes. À l'époque, c'était pas le Hamas. Il y a une tradition de commandos, vous nous dites, ils sont certainement déjà en grande partie dans Gaza. Je suis convaincu qu'ils sont déjà dans Gaza pour procéder à ces opérations ciblées. Parce que le souci de l'armée israélienne, je vous le répète, aujourd'hui encore, c'est de faire en sorte que dans cette horreur qu'est la guerre, où il y a toujours des morts innocentes, c'est de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Est-ce qu'il y a ici une forme de reprise en main? Le Shin Bet, ce sont les services secrets intérieurs israéliens. Ils ont été en partie trompés. En partie, ce sont parmi les meilleurs services du monde, assurément. Ils n'ont pas vu venir tout ce qui se passait. On peut penser qu'ils sont en train de réinvestir là, Gaza. Vous savez, la différence, enfin le propre d'un service secret d'une grande nation démocratique, c'est qu'il n'est pas infaillible. Israël est une grande démocratie, donc ses services secrets sont faillibles. Voilà, ils ne sont pas omnipotents, ils espionnent pas la terre et les airs en permanence. Donc là, bien sûr, il y a une situation d'urgence et tout le monde est sur le pont, certainement. Est-ce que vous avez senti en Israël une inquiétude même existentielle? Souvent, on a dit Israël exagère, quand il exagère, dit on risque de nous ramener à la mer, etc. Or, on est frappé depuis une semaine d'entendre beaucoup, notamment de jeunes Israéliens, dire voilà, on a peur pour l'existence d'Israël. Bien sûr, mais ils ont raison. Ce que j'ai senti en tout cas, c'est que pour les Israéliens, Israël c'est l'État refuge. C'est l'endroit où tous les Juifs du monde, le jour où l'antisémitisme revient, ou revient encore plus fort encore, peuvent se réfugier, peuvent trouver un sanctuaire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le choc, c'est que le sanctuaire a été violé. C'est que le refuge n'en est pas un. C'est que des hordes d'assassins peuvent pénétrer en brisant la frontière, la barrière de sécurité, venir dans les maisons, les investir une à une, détruire à l'explosif les portes des abris et venir chercher les enfants et les emmener en otage. Les Israéliens ont découvert ça. Donc bien sûr qu'aujourd'hui, il y a ce sentiment d'une menace existentielle. Et quand vous additionnez le Hezbollah, qui compte les points, et qui est en train de tester la capacité de résistance d'Israël. Les gens de Cisjordanie, qui eux aussi pavoisent de temps en temps dans les rues, mais pas encore trop, parce qu'eux aussi sont à l'affût de la force d'Israël ou non. Quand vous additionnez tout ça, ça fait beaucoup de fronts. Et chez les plus jeunes Israéliens, aujourd'hui, il y a une espèce de retour de ce qu'ils ont entendu de leurs parents ou de leurs grands-parents, les débuts de la jeune nation israélienne, quand elle était menacée sur tous les fronts et de toutes parts. Vous avez connu tous les premiers ministres d'Israël. Golda Meir, on prête à Golda Meir ce mot incroyable. Je préfère les condamnations aux condoléances. Tout est là. Parce qu'on comprend cette logique de dire, avant de nous juger, nous, on se bat pour notre survie. Est-ce que cette idée-là, elle est encore au cœur de ce qui se passe? Elle est au cœur de ce qui se passe, mais encore une fois, comme Israël est une grande démocratie, même si il lui arrive d'être en crise, même s'il arrive à ses gouvernements de prendre des décisions catastrophiques, Israël n'aime pas non plus les condamnations. Quand Israël se voit traîner dans la boue par les organisations internationales, par l'ONU, ce club de dictature où il y a encore une minorité de démocratie, ça ne fait pas plaisir à Israël. Donc, ils ne veulent pas des condamnations. Bien sûr, ça fait plaisir à personne les condamnations. Mais est-ce qu'il y a quand même cette idée qu'il faut être le plus fort, que ça ne sert à rien de tendre l'autre joue, de chercher à plaire à telle ou telle capitale, que d'abord il faut montrer qu'on est vraiment, vraiment le plus fort. Sinon, les Syriens, les Iraniens, le Hezbollah, tous se jetteront. Quand vous avez le malheur ou le terrible privilège d'habiter une nation qui est l'une des seules au monde, sinon la seule, à être questionnée et menacée dans son existence même par les SA islamistes, mais aussi par une partie de la communauté internationale. Attendez, vous luttez pour votre peau, vous luttez pour votre existence même. Après, il y a aussi autre chose qui est au cœur de l'être national israélien et au cœur du sionisme, c'est aussi la volonté d'être un peu exemplaire. Et encore une fois, quand l'armée israélienne prévient 24 heures avant
qu'elle risque de frapper dans la partie nord de Gaza, c'est une manière de montrer qu'elle ne se conduit pas comme pourraient se conduire beaucoup d'autres armées dans le monde. La peur vitale, j'y reviens, il y a des archives incroyables de Golda Meir où elle dit il y a un mystère juif, un peuple qui revient sur la terre de son ancienne grandeur. Il y a beaucoup de peuples qui ont été occupés dans l'histoire, mais un peuple qui est chassé de sa terre, qui vit une diaspora, qui n'est pas assimilé pendant 2000 ans, qui arrive à revenir. Tout ça est tellement improbable, qui fascine d'ailleurs, ça crée parfois une fascination philosémite, mais aussi antisémite, n'est-ce pas, le mystère juif? Le miracle juif, le miracle israélien en 1948, c'est que des gens viennent de partout dans le monde et forment une nation du jour au lendemain. Des gens qui viennent de pays de grande tradition démocratique, comme des gens qui viennent de l'Allemagne, qui vient de se libérer du nazisme, ou de la Russie soviétique, du jour au lendemain fabriquent un lien social républicain et démocratique. C'est ça le vrai mystère. Que faire avec ceux, on va reparler un peu dans l'émission, de ces manifestations, immenses manifestations à Londres, à Naples, dans un certain nombre de pays, qui parfois, il n'y a pas que des extrémistes parmi eux, il y a beaucoup de pro-palestiniens tout à fait modérés qui disent tout ce que vous dites est vrai, mais ça s'est fait de fait au détriment de centaines de milliers, de millions de Palestiniens. Mais c'est pas vrai. Il y a aujourd'hui en Israël même, vous le savez, mais enfin je ne suis pas sûr que tous vos spectateurs le sachent, il y a 20% d'Israéliens qui ne sont pas juifs, des Arabes qui israéliens, sont arabes, et qui bénéficient de tous les droits citoyens. Israël est le seul pays de la région où des Arabes puissent critiquer leur gouvernement sans être inquiétés pour cela, puissent siéger au Parlement pour renverser un gouvernement. C'est vrai, bien sûr, mais les réfugiés palestiniens ne peuvent pas pour autant revenir ou venir en Israël comme ça. Ils ne sont pas acceptés, vous savez bien. Donc de fait, il y a là des centaines de milliers, des millions de réfugiés palestiniens qui sont toujours hors de chez eux, de leur point de vue. Il y a des millions de Palestiniens, en effet, qui continuent de se vivre 80 ans après ou 75 ans après comme des réfugiés éternels. À cela, en effet, il est important de faire entendre que le temps de la paix est venu, le temps de la coexistence. Il est temps de leur faire entendre qu'un enfant palestinien et un enfant juif, c'est aussi important, et qu'il est possible de fabriquer, à travers ces quelques peuples, une vraie paix et une vraie prospérité. Moi, je me rappelle quand Israël a quitté Gaza, parce que là encore, il ne faut pas oublier que Gaza est un morceau de la terre palestinienne où il n'y a plus un Israélien depuis 18 ans. Ça fait 18 ans qu'il n'y a pas de colonie, qu'il n'y a pas de présence israélienne ni juive. Bien. Nous avions le rêve, moi et beaucoup d'autres, d'un Gaza et d'une Cisjordanie qui, avec Israël, fabriquerait c'était le rêve de Shimon Peres, par exemple, fabriquer une zone de paix, de prospérité, exemplaire dans le Proche-Orient. Est-ce que tout ça existe encore, ou est-ce qu'au fond, aujourd'hui, pour dire les choses très brutalement, c'est le plus fort l'emportera? Il y a des moments dans l'histoire, quand on joue sa survie, où il faut gagner. Et en effet, Israël, aujourd'hui, c'est son problème. C'est le problème auquel Israël est confronté. On va revenir à cet Israël doit gagner. On va revenir à cet aspect guerrier. Vous allez nous rejoindre, s'il vous plaît, Michael Prazan, pour parler aussi de ce qui se passe à Gaza. Pendant que vous installez un mot plus vraiment sur la vision du monde qui est celle du peuple juif, puisqu'on a traversé des siècles dans certaines de vos réflexions. Il y a dans les textes sacrés ce moment extraordinaire quand Jacob combat avec l'ange, n'est-ce pas, qui est une des figures d'Israël qui défie même Dieu. C'est très particulier, il y a peu de peuples qui défient même leur Dieu, n'est-ce pas? Cette idée qu'il faut se battre, qu'il n'y a que la bataille qui fait qu'on gagne à la fin. Non, il n'y a pas que, d'abord, défier Dieu, ou travailler avec lui, ou coopérer avec lui, ou l'aider à réparer la création, c'est ça la vraie croyance juive. Et d'autre part, il n'y a pas que la bataille, il y a la sagesse, il y a l'esprit, il y a l'intelligence. Moi, les Juifs, les Israéliens que je connais, de droite et de gauche, laïcs ou orthodoxes, ce sont des gens qui pensent que plus important encore que la force, il y a l'esprit et l'intelligence. Ben alors, merci beaucoup. Restez un instant avec nous, s'il vous plaît. On va revenir très directement. Bonsoir.